L'actualité environnementale, c'est sur Green TV International. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Les candidates à l'élection ambassadrice de l'environnement édition 3 ont procédé à une activité de salubrité publique le samedi dernier à Lomé. Cette action vise à prouver leur engagement pour la cause environnementale. Nous y reviendrons au début de cette édition. Au Ghana, 3 villes verront améliorer leurs services d'assainissement grâce à la mise en service d'une nouvelle station de traitement de boues de vidange. Et nous irons aux États-Unis, à New York plus précisément, où la question du climat s'est invitée au sommet des ODD 2023 lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient dans la ville américaine. Pour booster les leaders du monde à être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique, le secrétaire général des Nations unies a convoqué un sommet spécial le mercredi dernier. C'est tout pour les titres, bienvenue dans ce journal. Montrer le bon exemple à la population et particulièrement à la jeunesse, c'est l'objectif que s'est fixé les candidates au concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2023. Elles ont mené une activité de salubrité publique le samedi dernier à Lomé. Comment s'est déroulée cette activité de salubrité? Voyons cela avec Alexandra Dekambi avec les images d'Emika Gati. Les candidates en lice pour la finale du concours ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2023 ont marqué leur engagement pour la cause environnementale. Elles ont mené ainsi une activité de salubrité au quartier Novici, à Lomé, la capitale togolaise. Parties de la station d'essence MRS du dit quartier, ces jeunes filles dynamiques ont mis au propre les artères de ce quartier, passant par le siège de la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo au Togo pour chuter devant l'Institut de formation et de recherche en développement durable IFORD. Très enthousiastes, ces filles leaders sont porteuses de différents projets pour la protection de l'environnement. Cette activité de salubrité que nous avons fait ce matin le 16 septembre représente une opportunité de sensibiliser cette population-là à mieux arranger son environnement, leur démontrer que les sachets plastiques et les ordures sont vraiment néfastes pour notre santé. Mon projet est plutôt axé sur le reboisement, planter un nombre d'arbres pour pouvoir capter les empreintes. Si je suis élue, je compte sensibiliser la population, surtout les femmes qui sont beaucoup plus relayées hors de ces genres d'activités environnementales, sensibiliser les femmes, sensibiliser tout le monde à connaître les notions sur l'environnement. Nous sommes la génération actuelle et nous sommes la relève de demain. Et nous sommes aussi les futurs ancêtres de la génération à venir. Et nous avons la responsabilité d'arranger les choses aujourd'hui pour que les enfants de demain soient fiers de nous et que nous soyons fiers de nous-mêmes. Les candidats étaient présents, le comité était présent et avec quelques personnes aussi du quartier qui étaient présents et qui avaient aussi pris à cœur ce que nous étions en train de faire et qui ont décidé à la fin aussi des activités de faire cela chaque fois qu'ils auront aussi l'occasion. L'arbre, c'est le moyen par lequel nous allons plus protéger l'environnement. Le reboisement des plantes médicinales et des plantes en général parce que planter, c'est de purifier l'air, lutter contre la sécheresse, également l'inondation. Donc, je prévois par ce projet faire beaucoup de choses pour protéger notre environnement. Et pour cette nouvelle édition, quelques innovations ont été apportées afin de rendre l'événement plus grand. Cette année, on apporte beaucoup d'innovations et beaucoup de surprises dans l'organisation, surtout au niveau de la formation et de la prise en charge des jeunes filles, des candidates, et beaucoup d'innovations surtout au niveau du rendu qui sera au Palais des Congrès ce 23 septembre. Malgré certaines difficultés rencontrées les années passées, le Comité international ambassadrice de l'environnement CIAE retient un bilan positif du mandat actuel qui connaît déjà son épilogue. On ne peut danser et s'apprécier parce qu'aujourd'hui, les résultats sont là, les tests le prouvent. Nous avons été les têtes couronnées les plus actives de Lomé parce que c'était notre mission, parce qu'il y avait un danger à éloigner en même temps. C'est notre environnement, c'est notre cadre de vie, l'amélioration de notre cadre de vie. Et celles qui ont été élues l'année passée ont fait vraiment du bon boulot.
Et nous avons mené plusieurs activités. Il y a son projet de mandat qui a décollé malgré le retard. Nous avons également été très actifs en accompagnant le gouvernement toujours dans la campagne nationale de reboisement qui continue. Et c'est une occasion pour nous parce que l'objectif c'est d'impliquer tout le monde dans l'environnement et c'est sa mission. Nous avons fait plusieurs sorties, nous avons fait plusieurs communications, nous avons également mené plusieurs activités sur le terrain, que ce soit côté de reboisement, côté d'activités de salubrité publique et tout. Donc je peux me dire que aujourd'hui, nous avons un bilan satisfaisant de ce côté. Elle a fait du bon boulot et j'espère seulement que celles-là aussi qui seront là pour le nouveau mandat vont essayer également de relever le défi à leur niveau parce que c'est l'engagement qui compte, c'est le résultat, c'est l'impact. Ainsi, à quelques jours de la soirée qui va consacrer une nouvelle reine de l'environnement, les partenaires sont félicités et invités à mieux soutenir l'organisation. La population est également invitée à faire massivement le déplacement pour venir soutenir les candidates et découvrir la nouvelle ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte édition 2023. Nous faisons un grand appel à toute la grande population de Lomé et de ses environs pour faire le déplacement du palais des congrès de Lomé. Pour plein de surprises, il y a des candidates qui portent plusieurs projets. L'essentiel, ce n'est pas de venir juste regarder. Il y a plusieurs projets qui peuvent faire comprendre à la population l'importance de notre environnement, l'impact négatif surtout de l'utilisation de certains objets, la mauvaise utilisation de certains objets qui sont des méfaits en fait pour l'environnement. Donc il faut venir comprendre et comprendre le projet des jeunes filles. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 23 septembre au Palais des Congrès de Lomé. Toujours le samedi dernier, le World Cleanup Day, entendu Journée mondiale du nettoyage de la planète, a été respecté au Togo. Et pour cette édition, c'est l'espace plage en face de l'hôtel Palm Beach de Lomé qui a servi de cadre pour mener une opération de salubrité publique. Plusieurs jeunes dévoués à la cause environnementale ont répondu présent à l'appel de l'association Let's Do It Foundation qui a lancé cette initiative depuis 2008. Les images avec Emeka Gatche. Observé chaque troisième samedi du mois de septembre, le World Cleanup Day a eu lieu le samedi 16 septembre dernier. Au Togo, c'est l'étendue de la plage en face de l'hôtel Palm Beach qui a été retenue par l'association Let's Do It Foundation pour une action de salubrité publique. Cette dernière a consisté à ramasser des sachets plastiques et autres objets polluants sur les abords de l'océan Atlantique. World Cleanup Day, c'est une initiative qui est née depuis 2008 aussi, d'accord, avec l'organisation Let's Do It Work. Et c'est une action qui prône un peu l'écologie, le changement de mentalité, la façon de, le mode de consommation, une équité entre mode de consommation et mode de production. Et c'est ce qui amène l'idée qui amène maintenant les citoyens ou chaque acteur de notre société à prendre une responsabilité, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et pour un peu épargner la planète du fléau de la pollution. Chaque troisième samedi du mois de septembre, c'est le World Cleanup Day. Aujourd'hui, nous célébrons, nous sommes en train de symboliser la journée du World Cleanup Day, journée mondiale du nettoyage. Une centaine de jeunes dévoués pour la noble cause de la protection de l'environnement, équipés de gants et de t-shirts aux couleurs de l'événement, ont passé au peigne fin 2 km d'étendue sablonneuse de la plage. Je suis passionné de la protection de l'environnement et quand j'ai vu l'affiche sur les réseaux sociaux, je veux participer pour mettre au propre notre plage. La mobilisation a été très bonne puisqu'il y a assez d'effectifs et il y a plusieurs associations qui sont venues pour mettre la plage au propre. Ce matin, nous avons nettoyé la plage et bon, comme je suis un peu dans le domaine urbain et puis c'est un peu tout ce qui est environnemental, donc c'est pour ça que je suis venue. Donc tout ce qui est environnemental, tout ce qui peut rendre la société propre et qui peut donner le bien-être, moi je suis dedans, donc c'est pour ça que je suis venue. L'organisation et bien la mobilisation aussi a été bien, nous avons bien travaillé, on a fait tout ce qu'on peut faire. Les sachets et tout est bien organisé. Accompagné par des partenaires locaux, l'événement est une réussite pour plusieurs participants. Aujourd'hui, j'ai trouvé la mobilisation assez intéressante. C'est vrai qu'au tout début, c'était un peu timide, mais vers la fin, il y a d'autres personnes qui se sont libérées et qui sont venues. J'ai beaucoup apprécié. Je suis venue, pas parce qu'il s'agissait d'une simple motivation, mais c'était un engagement que j'avais pris depuis toujours de contribuer à la propreté de l'environnement.
et à la propreté des lieux. Et j'ai toujours accompagné en tant que partenaire cette activité-là, le World Cleanup Day. C'est pour ça que j'étais là avec mon équipe et même ceux qui sont amis de notre association. L'organisation était quand même assez bonne et nous avons pu faire ce qu'on voulait. Donc pour le résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait ce qu'on devait faire. Ce qui nous a motivés à participer à cette activité aujourd'hui, c'est surtout le fait que nous devons tous être capables de prendre conscience de nos gestes, donc être capables de faire des gestes éco-responsables autour de nous, donc dans notre environnement. Donc nous avons ciblé la plage parce que c'est un lieu public qui concentre une large pollution. Donc c'est surtout le fait que nous voulions réellement protéger notre environnement ici au Togo, protéger notre nature et surtout notre mer. Le message que j'ai pour la population togolaise, c'est surtout le fait qu'il est important de savoir qu'il y a des écosystèmes marins qui ne peuvent pas être capables d'ingérer certains déchets. Donc il est important d'être responsable et d'être capable de jeter nos déchets et notre consommation de plastique, que ce soit aussi des déchets organiques, à la poubelle. Il faut savoir prendre sur soi et être capable de se dire qu'il y a certains êtres vivants aussi qui ne peuvent pas ingérer ces déchets et qui risquent de mourir. À la fin de l'opération de ramassage des déchets, plusieurs sacs à ordures ont été remplis. Ces ordures collectées seront revalorisées et les fonds obtenus serviront pour une haute cause noble. Cette édition particulièrement, ce à quoi nous avons pensé, c'est de collecter les déchets, valoriser et à côté essayer de soutenir des enfants ou disons des élèves nécessiteux à côté. Ce n'est pas tous les élèves du Togo quand même, mais nous sommes en train, c'est sur un projet et nous sommes sur la phase pilote. Après, nous allons voir ensuite ce que ça va donner aussi. Notons que le World Cleanup Day est une initiative lancée en 2008 par l'association à but non lucratif Let's Do It Foundation. Cette journée a pour objectif la lutte contre la pollution urbaine. Fondée par l'Estonien Rainau Nolvak, l'association est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays à travers le monde et contribue à la lutte contre la pollution et les autres défis environnementaux. Restons une fois encore au Togo pour parler cette fois-ci d'inondations. Les pluies incessantes de ces derniers jours ont provoqué des crues soudaines des rivières à Pendial dans la région des savanes. Ces pluies diluviennes ont submergé les terres cultivées en laissant les agriculteurs dans une situation désespérée et désemparée. Et Anne Papadina nous en dit plus. Colère, désolation et sentiment d'impuissance face au déchaînement du ciel sur de vastes étendues de surface agricole dont les cultures à peine fleuries, c'est la situation que vit la population de Pendial au nord du Togo. Cette localité, aux prises avec des inondations catastrophiques, font peser de lourdes menaces sur la production agricole de la région. On enregistre plusieurs dégâts. Les cultures comme le maïs, le mil, le sorgho et d'autres ont été particulièrement touchées, mettant en mal les efforts de milliers de familles de ces zones. Les petits producteurs poussent un cri de désespoir et appellent à l'aide et à la solidarité face à cette situation désespérante vécue après toute une saison d'efforts au rendement prometteur. Les cultures continuent par baigner dans l'eau depuis la semaine dernière. Si ces fortes pluies continuent les jours à venir, il y aura encore assez de dégâts. Selon Basile Douti, responsable de l'organisation paysanne dans les savanes, la seule solution pour pallier ce problème d'inondation, c'est de faire des retenues d'eau pour que ces eaux qui débordent ne convergent pas vers les champs. Pour l'heure, les communautés locales appellent à des mesures de soutien pour surmonter cette crise. Allons au Ghana voisin. Les services d'assainissement des villes de Koumassi, de Takoradi et de Tamale sont améliorés grâce à la mise en service de nouvelles stations de traitement des boues de vidange. Les installations affichent respectivement une capacité de 1000 m3 par jour et ceci vient régler les problèmes de pollution et d'assainissement dans ces localités. Alexandra Adekambi. La société Puroko annonce la mise en service de 3 stations de traitement des boues de vidange au Ghana. La société hongroise choisie par Jospin Group of Companies, qui soutiennent la gestion des déchets dans le pays d'Afrique de l'Ouest, a implanté les nouvelles installations dans les 3 plus grandes villes du Ghana. Il s'agit de Koumassi, Takoradi et Tamale, dont la population globale est estimée à près de 5,4 millions d'habitants. Et depuis, le déversement des boues de vidange dans l'environnement a été considérablement réduit, ce qui limite la prolifération des maladies d'origine hydrique et la pollution des ressources en eau. Dans les nouvelles stations de traitement des boues de vidange, Puroko a installé sa technologie Septopure prévue pour recevoir et nettoyer les excréments mécaniquement et biologiquement.
Les Nations Unies ont répertorié la technologie Septopure comme une technologie permettant d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Le Jospin Group of Companies a financé l'ensemble des travaux d'assainissement grâce à un prêt d'Exim Bank of Hungary. Ces travaux complètent la panoplie de projets développés avec Puroko, notamment le projet de construction des stations d'épuration dans 13 régions du Ghana lancé en 2022. Du Ghana, allons maintenant au Gabon où les autorités ont mis en place plusieurs dispositifs pour lutter contre le braconnage afin de préserver les espèces en péril. Cependant, cette initiative n'est pas acceptée par tous. Certains habitants dénoncent cette mesure de l'État car elle met en péril leur vie et leurs conditions de travail. Irène Pakwadine. Un barrage routier à Lastroville, à 500 km au sud-est de Libreville, la capitale gabonaise, a été installé par des agents des eaux et forêts. Ils inspectent de fond en comble les véhicules à la recherche de gibier ou d'armes. Pour cause, la localité est l'une des plus touchées par le braconnage au Gabon. Nous avons peut-être pu constater qu'il y a une forte activité de braconnage dans ces zones et donc il fallait bien qu'on soit présent sur le terrain pour pouvoir réguler ces activités-là. Des véhicules des compagnies d'exploitation forestière souvent utilisés par des braconniers pour le transport de leur butin font aussi l'objet des fouilles. C'est nécessaire parce que nous avons beaucoup d'animaux dans la zone et puis nous avons des autochtones. C'est vrai que les gens essayent de vivre de ça, mais il y en a qui en font un peu plus. Je crois que c'est souvent bon. En 2002, le pays a mis en place un réseau de 13 parcs nationaux couvrant 11% de son territoire. Pour des habitants comme Hélène Bonga, agricultrice, cette initiative de l'État n'est pas la bienvenue car les pachydermes détruisent leurs plantations. Donc c'est les éléphants qui sont importants que nous. Donc nous là on va maintenant mourir. Comme ils viennent maintenant nous manger la nourriture au village, nous on n'a pas les moyens, nous on ne travaille pas. Je n'ai pas l'argent pour acheter le riz. La plantation est finie. Les populations sont souvent sensibilisées aux restrictions de la chasse. Mais la cohabitation hommes-animaux est encore loin d'être pacifique dans le pays. On peut le préserver, mais moi, je vais à l'embrousse, un gorille va m'affronter, j'ai mon fusil, je vais le laisser, un éléphant qui ravage ma plantation. Pensez-vous que j'ai ma balle dans mon canon? Je vais avoir pitié de cet éléphant? Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de cette espèce a baissé de 86% en 30 ans sur le continent. Ainsi, les pachydermes d'Afrique figurent désormais dans la catégorie danger critique d'extinction de la liste rouge des espèces menacées. Le Tchad, à présent, un groupe de fermiers propose aux consommateurs des produits frais et des produits cultivés de manière bio et sans additifs chimiques. Dirigé par le jeune écologiste Abdel Salam Aga, la ferme produit des légumes et des produits frais à base de compost naturel fabriqués sur place et alimentés pour alimenter les marchés locaux. L'objectif de cette initiative est de montrer aux promoteurs et aux producteurs la probabilité de faire de l'élevage et de l'agriculture pour une production agro-pastorale respectueuse de l'environnement. Retrouvons Irène Pakwadina pour les détails. À la sortie est de N'Djamena, le jeune entrepreneur Abdel Salam Agar produit et met sur les marchés locaux des produits frais et 100% bio. Dans sa ferme agricole bio où cohabitent naturellement l'élevage des ruminants et la culture de contre-saison, les ouvriers utilisent exclusivement des composts fabriqués sur place pour la production des légumes et des fruits destinés à la commercialisation. L'objectif est de respecter à la fois l'environnement et de préserver la santé des consommateurs de plus en plus menacés par les organismes génétiquement modifiés OGM. Nous savons aujourd'hui le bien-être est très important, la santé n'a pas de prix. Donc c'est de ce constat que nous avons initié ce projet. Nous produisons des fruits et des légumes sans ajouter de pesticides ni des engrais chimiques. À travers cette ferme école d'agriculture et d'élevage écologique créée en 2016, Abdel Salam veut contribuer à la réduction de l'utilisation de pesticides et des engrais chimiques dans l'agriculture et encourager une exploitation agricole responsable. Bien que les fruits et les légumes produits de manière bio coûtent cher dans le pays, ce passionné de la terre continue de sensibiliser les consommateurs sur les bienfaits de ces produits naturels. La ferme agricole bio est dans sa phase de mécanisation avec l'installation progressive de dispositifs d'irrigation pour maîtriser la consommation de l'eau et passer à la production à grande échelle.
L'ambition du promoteur est de faire de cette ferme le premier fournisseur des hôtels et des restaurants de la capitale en produits frais. La Manufacturing Commercial Vehicle MCV, une compagnie égyptienne de fabrication de carrosserie d'autobus électriques, s'associe avec l'entreprise suédoise Volvo Cars pour fabriquer des véhicules électriques. Elles seront exportées en Europe, surtout vers les pays où les véhicules ont le vent en poupe. Les détails avec Léonce Sagou. L'Égypte devient progressivement le pays africain favori pour la construction et l'exportation de véhicules électriques vers l'Europe. Un nouvel et second accord vient d'être conclu entre le constructeur de véhicules suédois Volvo Cars et celui égyptien, le Manufacturing Commercial Vehicle MCV, dont l'usine se situe à Zalea. La fabrication démarrera en 2024 et les équipements seront livrés au premier trimestre de 2025. Ils seront essentiellement pour des véhicules qui sont à la mode actuellement dans les pays européens, notamment dans le secteur touristique. Notons que depuis 2016, Volvo a déjà exporté plus de 60 composants d'autobus électriques de l'Égypte vers le Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le vice-président de Volvo Cars, Dan Peterson, explique que le travail de MCV leur permettra de proposer une gamme complète de bus urbains et interurbains Volvo dans le segment haut de gamme. MCV est un partenaire idéal doté de compétences et de la capacité nécessaire pour répondre aux exigences élevées de nos clients européens. Cette filiale du groupe automobile chinois Geely n'est pas la seule à solliciter l'expertise de la MCV. Il y a également le gouvernement égyptien qui lui a commandé la fabrication entière de 100 bus électriques juste après la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le climat tenue à Sharm el-Sheikh en 2022. L'objectif est de promouvoir des modes de transport durables au sein de l'autorité nationale égyptienne. Comme annoncé dans les titres, la grande question du climat s'est invitée au sommet des objectifs de développement durable 2023 qui se tiennent lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a convoqué les leaders du monde à un sommet spécial sur le climat mercredi dernier pour pousser ces derniers à être plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. Quelle importance revêt cette rencontre? Les détails dans ce commentaire. L'urgence d'agir en faveur du climat s'invite au sommet des ODD 2023 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Ainsi, un sommet spécial est convoqué ce mercredi par le secrétaire général des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres. Ce sommet sera consacré exclusivement à revoir à la hausse l'ambition des pays de la planète dans la lutte contre le changement climatique. Après une saison d'été infernale, marquée par des incendies géants, des sécheresses et canicules records suivies d'inondations sans précédent, Antonio Guterres lui-même avait déclaré que l'effondrement climatique a commencé. Le secrétaire général de l'ONU fait de la protection de l'environnement en général et de la lutte climatique en particulier son cheval de bataille. Il espère qu'avec les catastrophes vécues à répétition cette année, les dirigeants de la Terre seront convaincus pour bonifier leur action climatique et de fournir assez d'efforts pour une sortie progressive des énergies fossiles. À 2 mois de la COP28 de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, la tenue de ce sommet dans la ville américaine abritant le siège des Nations Unies est une aubaine pour parvenir à un accord important dans la lutte contre le changement climatique. Restons toujours aux États-Unis et à New York, où les lumières de cette ville sont sous le feu des associations écologistes. La pollution lumineuse est au centre de la semaine du climat qui se tient actuellement dans la mégalopole américaine. Des mesures sont adoptées, mais certains en veulent davantage. Rafsi Tsumbereko nous en dit plus. Chaque année, les personnalités du monde des affaires et les militants politiques se réunissent à New York pour discuter des centaines d'événements, notamment la crise environnementale. Lors de la semaine du climat, les lumières éblouissantes qui font de la ville de New York de ce qu'elle est ont fait sujet de débat. Ces lumières sont depuis longtemps une source de frustration pour les militants écologistes qui notent une contradiction avec l'esprit de sobriété énergétique incarné par cette réunion au sommet. Selon eux, les oiseaux sont victimes de ces lumières artificielles qui les attirent vers la ville pendant la nuit et qui s'écrasent contre les immeubles le jour car ils voient des reflets de végétation dans les vitres.
À New York, nous avons 25 000 oiseaux qui meurent chaque année dans les collisions, a souligné Dustin Patridge, responsable de New York City Audubon, une association militant de la protection des oiseaux. Or, les graines qu'ils disséminent sont vitales pour la santé des écosystèmes et qui piègent le carbone du Canada, où ils commencent leur voyage jusqu'à leurs diverses destinations en Amérique du Sud. D'autres recherches ont mis en évidence des impacts potentiels sur la santé humaine comme le cas de cancer qui pourrait être lié à des perturbations du rythme circadien. Selon le ministère américain de l'énergie, l'éclairage extérieur aux États-Unis consomme assez d'énergie pour alimenter 35 millions de foyers pendant une année. Les estimations par ville sont difficiles à obtenir. Mais il est clair que New York est l'une des plus mauvaises élèves en la matière aux États-Unis, pays qui, selon les chercheurs, gaspille beaucoup plus que l'Europe. Et pour terminer cette édition, notons qu'une équipe de scientifiques internationaux va étudier comment le réchauffement climatique affecte les puits de carbone en France. Ceci à travers le programme Calypso, un projet dirigé par le laboratoire français qui va durer 5 ans. L'objectif de cette étude est d'avoir des modèles de climat plus réalistes. Plus d'explications avec Rafitou Mbireko. Le réchauffement des eaux en diminuant la solubilité du CO2 réduit la capacité d'absorption des puits de carbone océaniques. En France, une équipe de scientifiques internationaux dirigée par le laboratoire français des sciences du climat et de l'environnement va étudier pendant 5 ans comment le réchauffement climatique affecte les puits de carbone. L'étude se fera avec l'appui du programme dénommé Calypso, financé par la Fondation Schmidt Family. Le programme envisage de mesurer la façon dont le réchauffement climatique et les événements extrêmes pèsent sur la capacité des océans, des forêts et des terres à absorber le CO2. Une vingtaine de chercheurs mettront en relief l'effet des feux extrêmes, des sécheresses, du réchauffement des sols et des glaces aussi sur le fonctionnement des océans. En ce sens, les Cortiens comptent utiliser comme outil de travail des satellites et traiter 100 millions d'images tirées des océans. Ils comptent également se servir de l'intelligence artificielle, ce qui permettra de posséder des modèles de climat plus réalistes et une meilleure confiance dans la prédiction pour le futur, a souligné Philippe Sier, spécialiste du carbone. Parmi une quarantaine de modèles de climat dans le monde, la France en possède 2. Les résultats du projet Calypso serviront à compléter celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace, un institut de recherche universitaire qui permet une animation scientifique régionale forte sur les sciences du climat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Green TV International. Bonsoir chez vous.